7 jours, 7 livres, numéro 4. J'ai changé un peu de décor, mais toujours dans ma même petite cage à livres. J'ai sorti un gars qui depuis 2 ans ne me quitte pas. Wilhelm Flusser, tchèque. Le livre le plus important probablement c'est un qui s'appelle Les gestes, écrit directement en français. C'est une suite d'actions. Le geste d'écrire, mais le geste de chercher, le geste de photographier, le geste de filmer. Si je vais à la table des matières, il n'y en a même pas. Parce que ça, c'est... Si, voilà. Le geste de détruire, le geste de planter, le geste de faire, le geste du retournement des masques. Et ça a l'air de rien, mais ce qui est fondamental, c'est comment vous êtes associé à ce qui surgit de façon autonome. L'écriture surgit de façon autonome, repart vers le monde de façon autonome, et c'est pas une simple projection d'un jeu comme sujet. Mais si on part de cette relation, ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qui agit dans ce qu'on fait, eh bien, la relation, est-ce qu'on retourne vers le monde, elle s'est déplacée par rapport à la vieille domination du sujet. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet d'appréhender toutes les mutations. Les mutations de l'image, les mutations de l'écriture. Alors ça, c'est... J'avais été très touché de découvrir que ce bouquin, sa première édition avait été faite dans mon école à Cergy. Maintenant, c'est repris chez Aldante, mais j'ai jamais compris cet éditeur-là, qui a un catalogue faramineux, mais dont il semble souvent que son but soit geste, c'est chez lui, autant dire que c'est quasi inaccessible. Quel dommage, c'est un livre sous séquestre, en gros. Un livre très important. Alors, évidemment, on se fait toujours prendre des remarques désabusées de la part de ces gens de la photographie, mais pour une philosophie de la photographie, avec ce truc pour moi essentiel, c'est de dire, lui, Flusser, a besoin de définir ce qui se passe avec ce qu'il nomme l'image technique. Et donc, pour ça, il a besoin de la question de l'écriture. Et alors, il pose l'écriture comme un épisode fictif de l'histoire des images. Ce qui définit l'image, c'est la technique qu'il a créée. L'écriture, c'est un déploiement particulier de cette technique. Et ce qu'il déploie là pour aller retrouver la médiation de l'appareil bien avant les questions d'algorithmes numériques, en utilisant cette mécanique de l'écriture en tant qu'épisode de l'histoire de l'image, eh bien, tout d'un coup, ça a de drôles de répercussions, évidemment, sur cette notion même de l'image, qui nous, aujourd'hui, on a sans cesse besoin de la refonder. Mais qu'est-ce que ça déplace aussi pour l'écriture? J'ai un tout petit, alors là, c'est plus une curiosité, c'est les notes de Flusser jeune. C'était un texte qui était considéré depuis très longtemps comme totalement intraduisible. Vampirotetis infernalis, variation sur des pieuvres. Et puis, c'est une petite maison d'édition qui a osé se risquer là-dedans. L'an dernier, j'en avais parlé dans mon service de presse, bien sûr, les éditions Zone Sensible. Cherchez Flusser Zone Sensible au pluriel, vous le retrouverez. Je vais parler d'un quatrième, Chose et non-chose, tout simplement parce qu'il est chez Champvallon et que c'est peut-être le plus accessible. C'est peut-être un livre moins majeur que Geste. Par contre, on a une suite de variations. Les roues, les pots, les tapis, le lit. Récemment, il y a un collectif à Lyon qui vient d'en faire une performance sur scène. La non-chose, le jeu d'échecs, les jardins. Bon, en tout cas, celui-ci, les murs, le chapitre sur les murs est complètement incroyable. Alors à chaque fois, c'est des digressions philosophiques, mais qui partent de cette nature, de cette chose extrêmement concrète. Chose de mon environnement. On prend l'ordinaire,
et puis on va se casser la margoulette dessus, et on exprime ce qu'il y a à en tirer pour le rapporter au monde. Et on a quand même 160 pages, donc traduit par Jean Mouchard, que je ne connais pas, mais enfin donc là, Flusser l'a écrit, pas dans sa langue à lui, qui est le tchèque, mais dans la langue du pays où il résidait, l'Allemagne. Je vais vous lire 2 petits bouts, si vous voulez bien. Un petit bout qui va parler de soupe et de cuillère à soupe. Brièvement, je ne dirai pas tout. Et la première page d'un chapitre sur son atlas. Qu'est-ce que je fais ici? Je vous fais la leçon? Non. Je vous dis ce qui compte pour moi. C'est tranquille, on est le soir, vous prenez pas, c'est pas bien grave. Soupe et cuillère à soupe. Pour peu qu'on aborde ce thème métaphoriquement et non littéralement, de larges horizons s'ouvrent à nous. Il parle sérieux, le Flusser, il faut jamais trop le prendre au sérieux. Voilà ce qui n'a rien de surprenant, nous sommes tous en route vers le grand festin, non pas certes pour manger, mais pour être mangé. Et tout d'un coup, il a gagné la partie. Donnons un exemple de virtualité qui sommeille dans la représentation et le concept de cuillère. D'un côté, une grande cuillère à soupe, de l'autre, la soupe, bouillante. Toutefois, on s'est bien gardé de nous l'enseigner sous une forme aussi simplifiée. L'histoire nous est plutôt parvenue sous différentes versions, selon de nombreux auteurs, soit par exemple la version de l'écolier. La cuillère à soupe a plongé 6 fois dans cette soupe que nous devons nous-mêmes manger à la cuillère. Voyez comment le jeu avec le sujet s'amorce discrètement en arrière-fond. Et la version du philosophe, d'un côté la matière informe, de l'autre les formes immatérielles, et entre elles une mise en forme créatrice de la matière et un remplissage des formes. Ce n'est pas en vain que le nom de l'auteur de la première version doit nous venir sur les lèvres. Quant à la seconde version, on l'attribue généralement à Platon. Pendant des siècles, ces 2 versions, leurs innombrables variantes, ont été un véritable délice tant pour ceux qui les réécrivaient sans cesse que pour ceux qui les avalaient. Et même ceux qui s'étranglaient, faute de pouvoir réellement les avaler, prenaient goût à les mastiquer et les ruminer. Mais aujourd'hui, l'histoire de la cuillère à soupe est devenue immangeable pour 2 raisons. D'abord, parce que l'histoire de la création, Schöpfung, commence à apparaître comme une histoire de l'épuisement, Erschöpfung. Ensuite, parce qu'il commence à apparaître que la cuillère à soupe, loin de venir d'en haut plonger dans la soupe, émerge d'elle. Comprenez, si vous voulez. Il nous faut raconter à nouveau frais toute l'affaire de la cuillère et de la manière dont on mange à la cuillère en termes plus élégants, celle du puiser, schöpfen, et du créer, schaffen. C'est ce qu'on se propose de faire ici. Je commencerai par la soupe destinée à être mangée à la cuillère, donc par la matière originelle, prétendument informe, par la bouillie, inerte et sournoise, en un mot, par le chaos. Peut-être certains d'entre vous se souviendront-ils de la soupe paysanne épaisse, quoique de premier ordre. C'est à peu près ainsi que nous devons nous représenter cette soupe originelle, destinée à être mangée à la cuillère. Et flottant au-dessus d'elle, même s'il est un peu plus difficile de se le représenter, des formes immatérielles, des cuillères à soupe spirituelles, le souffle de la création. Il s'agit donc ici d'une représentation que l'on qualifierait ordinairement de dialectique. D'un côté l'épaisseur et l'inertie, de l'autre l'extrême finesse et l'activité. Si vous voulez savoir ce qui se passe, je vous laisse en dessous, il y a le lien. Commandez-le, vous aurez au moins lu un livre de Flusser. Juste le dernier paragraphe de la soupe et du livre. Nous autres hommes, avec nos cerveaux humains, nous sommes depuis toujours engagés à jouer contre le hasard, contre la mort thermique, contre la mort en général. Mais à présent, nous apprenons à jouer contre le hasard avec hasard. C'est cela qui me paraît être l'aspect essentiel de la culture d'information immatérielle vers laquelle nous nous dirigeons. Cela, et non le fait qu'à l'avenir, on n'enfouira plus les informations produites dans des objets matériels, mais qu'on les conservera dans le consommé lui-même. Et au fond, il n'y a là rien de nouveau.
Nous avons toujours déjà mangé à la cuillère avec l'intention d'élever la soupe en une forme qui nous permette de la conserver. Mais aujourd'hui, précisément, c'est aussi bien théoriquement que nous savons ce que c'est que manger à la cuillère, puiser, créer. C'est pourquoi nous mangeons à la cuillère mieux qu'autrefois. Mais nous savons également mieux qu'autrefois que ce faisant, nous sommes nous-mêmes mangés à la cuillère. Bon appétit. Et tout de suite, tel quel, sans commentaire, mon atlas. Du temps où l'atlas était encore un livre, le monde vous passait entre les doigts. C'est ce que mon grand-père avait coutume de raconter avec mélancolie. Il possédait jadis 2 atlas de ce genre. Le premier se trouvait sur son bureau. Ce mot désignait alors une table sur laquelle se trouvaient des papiers destinés à être recouverts de caractères. Le second atlas se trouvait à l'époque parmi des choses qu'on nommait des imprimés. Ce mot désignait des feuilles de papier noircies de façon mécanique. Mon grand-père se servait de ces 2 atlas à des fins différentes. Le mot « servir » avait à l'époque la signification de lancement de l'impression. Le premier atlas servait à travailler, le second à contempler. Mon grand-père était écrivain. Ce mot avait à l'époque la signification de processeur de texte. Le premier atlas lui servait à localiser les événements qu'il entendait décrire. Le second, à acquérir une vue d'ensemble sur les événements. Ainsi pouvait-il, grâce à ces 2 atlas, tout à la fois s'immerger dans le monde et en réémerger. Mais mon grand-père était obligé d'avouer qu'à son époque, la crise de confiance avait déjà commencé à ronger tous les atlas. La projection mercatorienne de 1569 n'était plus crédible, elle déformait les portions respectives des terres. C'est pour cela Winkel avait suggéré dès 1913 une projection moins défigurante. Dans cette projection, par exemple, l'Amérique latine avait cessé d'être plus petite que le Groenland. Mais le prix à payer pour cette fidélité supérieure était élevé. La projection mercatorienne était sanctifiée par la tradition. Chez Winkel, l'Amérique du Nord se penche par-dessus l'Europe. Voilà qui ne correspond guère à notre compréhension géographique traditionnelle. C'est pourquoi Peters proposa en 1977 une stratégie opposée. Il fit des projections tout aussi déformantes que Mercator, mais chez lui elles se compensaient les unes les autres. Chez Peters, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont devenues de longues langues tirées. En contrepartie, l'Asie est devenue une tache d'encre. Ainsi, les diverses projections qui se sont succédées ont-elles toujours donné une forme monstrueuse à la surface terrestre. Mais les gens n'y prenaient pas garde. Ils pensaient qu'il s'agissait du problème technique de savoir comment une surface sphérique peut être reportée sur une surface plane. Cela paraît incroyable. Mais autrefois, les gens croyaient que pour aller d'Europe en Amérique, il fallait traverser l'Atlantique au lieu de survoler le pôle Nord. Mon grand-père racontait que cette naïveté en matière d'atlas s'était dissipée vers la fin du XXe siècle. Il se révéla alors que le problème n'était pas technique, mais sémantique. Les atlas perdirent le consensus qui les soutenait et se mirent à exploser simultanément dans différentes directions. Dans l'une de ces directions, la naïveté se colora, la mer cessa d'être uniformément bleue, et diverses nuances de bleu commencèrent à restituer le relief des fonds marins. L'Empire britannique cessa d'être uniformément rouge, et les continents se mirent à devenir vert, jaune, brun, gris, afin de représenter les montagnes, les vallées, les forêts et les déserts. Pour être en mesure de déchiffrer les atlas, il fallait désormais avoir appris leur code de couleurs. À cela vint s'ajouter le fait incommode que de plus en plus de pays devenaient indépendants, que chacun d'eux exigeait sa couleur propre. On fut donc conduit à la nécessité absurde de faire appel à une nouvelle imagination. Pour échapper au chaos coloré, l'œil mental dut plaquer les cartes politiques sur les cartes géographiques. Dans une autre direction, les atlas se mirent à zoomer. Vous voyez tout son boulot permanent sur l'image, la photographie, comme ça compte ici. Et même sur 2 ou 3 pages, là je vais continuer un peu, et puis vous arrêtez la vidéo quand vous en avez marre, mais c'est ça l'essentiel, de voir ce chemin de pensée appliqué à ce qui nous est proche. On n'est pas si loin de Walter Benjamin non plus.
À la carte des États-Unis succédèrent celles de l'État de New York, de Manhattan, de Central Park, ainsi que des étangs qui s'y trouvent. Voilà qui eut une conséquence surprenante. On ne pouvait plus feuilleter les atlas, mais on devait suivre les numéros des pages. Par exemple, on ne pouvait pas sauter des États-Unis jusqu'à un étang de Central Park, mais on devait traverser l'État de New York. Et par là, on prit clairement conscience de la crise des signes et des symboles. Le même trait qui pour les États-Unis signifie fleuve, signifie chemin pédestre pour Central Park. Et là encore, si on veut décrypter notre rapport à Google Maps ou Google Earth ou Google Street View, on n'avait pas besoin de ça il y a encore quelques années. On prit clairement conscience de la crise des signes et des symboles. Le même trait qui pour les États-Unis signifie fleuve signifie chemin pédestre pour Central Park. Cela eut pour conséquence qu'on cessa de croire aux atlas. On cessa de les lire comme des représentations de la surface terrestre et on se mit à les lire comme des contextes symboliques. Une troisième direction de l'explosion fut constituée par le recouvrement cartographique. Par exemple, pour illustrer la relativité des ordres de grandeur, on dessina la France jusqu'au dedans de la Chine. Ce faisant, on s'adressait autrement aux observateurs français qu'aux observateurs chinois, mais en même temps, les uns comme les autres comprirent alors que les cartes ne devaient pas leur origine à la surface terrestre, mais à la technique cinématographique. Dans une autre direction, l'histoire explosa dans la géographie elle-même, et les atlas historiques firent leur apparition. Voilà, il y en a encore 3-4 pages. Ma propre imagination surpasse celle de mon grand-père en étendue, comme en profondeur. Par exemple, je puis projeter dans Central Park des fleurs de cerisier, des femmes, des chapeaux de femmes et même des choses qui n'y ont jamais existé, que j'ai moi-même librement inventé. Par là, mon propre Central Park devient non seulement plus intéressant que celui de mon grand-père voyait dans ses atlas, mais également plus intéressant que tous les Central Park où les habitants de Manhattan croient se promener. Le rapport entre l'Atlas et Central Park s'est inversé. Ce n'est plus l'Atlas qui représente Central Park, mais Central Park qui représente mon Atlas. Au moins pour moi, mon Atlas est plus réel que tous les espaces et les temps du dehors. Comment se fait-il que je ressente alors un arrière-goût amer sur la langue? Qu'il a dû être beau, le temps où les atlas étaient encore des livres. Voyez mon petit flussard, et pensez au texte essentiel de Walter Benjamin sur Baudelaire. Comment il s'appelle? Central Park. Faites un tour chez Flussard. Qu'est-ce que ça fait du bien.